tous. Je suis Arnaud Stinès, le directeur général de l'ESAM Caen Cherbourg, accompagné de Clément Gren qui est en charge des études et de Julie Lenné en charge des partenariats et du développement culturel de l'école. Bienvenue à ces journées portes ouvertes, bienvenue à l'ESAM, grande école d'art et de design. Grande école parce que c'est le seul établissement en France, avec les Arts Déco Paris, la seule école supérieure d'art, qui fait partie de la conférence des grandes écoles, du réseau des grandes écoles. Et c'est important de le dire parce que c'est assez signifiant pour nous, pour plusieurs raisons. Parce que ça dit quelque chose de la qualité des formations qu'on peut trouver à l'ESAM, mais au-delà de ça, plusieurs sujets qui sont importants pour répondre aux attendus d'une grande école, qui sont d'une part la question internationale. Dans une formation au métier de la création, cette dimension internationale, elle est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, en 2026, quand on forme des créateurs, des créatrices, on ne peut pas rester cantonné à un territoire régional ou national. Les réseaux sont internationaux, les circulations sont internationales, les aspirations sont internationales, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement inscrit à l'ESAM au niveau de l'équipe pédagogique, puisque beaucoup d'enseignants sont issus d'autres pays, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, on doit avoir environ 25% d'étudiants internationaux. Et puis, la mobilité internationale est obligatoire à l'école. Donc, tous les étudiants en cycle master bénéficient d'un semestre d'études à l'étranger. C'est vraiment un point qui transforme nos formations, et je pense qu'on pourra y revenir. Un autre point important est la question de la recherche. Cette école, finalement, est capable de former des étudiants de la classe préparatoire au doctorat. Classe préparatoire, premier cycle, licence, deuxième cycle, master, troisième cycle, doctorat. Donc on est attentif à des parcours de formation qui permettent finalement du bac jusqu'à un bac plus 8, d'accompagner des créateurs, des créatrices. Après les études, il y a la question de l'insertion professionnelle, et là aussi, c'est un marqueur très important pour nous. On peut pas, le travail d'une école d'art, il ne s'arrête pas au diplôme, parce que l'insertion professionnelle, elle n'est pas simple, elle peut prendre un petit peu de temps après les études, et donc l'école accompagne pendant 3 ans, 4 ans, les étudiants qui ont le diplôme, c'est sa responsabilité. C'est le rôle d'une école d'art de s'assurer que les formations correspondent à des compétences et permettent une bonne insertion professionnelle. Ce qu'on attend de l'enseignement supérieur, quel que soit le domaine de la création, de la scientifique, peu importe, c'est que ça permette, après les études, de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes peu diplômés. Dans les métiers de la création, je sais que c'est toujours un sujet. Quel métier on peut faire après une école d'art? Sur quoi ça débouche? Je pourrais dire sur un éventail extrêmement large, parce que dans une école d'art, ce n'est pas un métier que vous allez apprendre, c'est un ensemble de compétences qui vous permettent de créer. Ce qu'on apprend dans une école d'art, c'est la création. Et cette disposition d'esprit, c'est les seules écoles finalement où créer est l'enjeu. Et à partir du moment où cette disposition, cette mécanique, cette méthode, cette habitude de la création, elle est acquise, c'est tout un éventail de métiers qui peuvent s'ouvrir à vous. D'une part, dans tous les champs de la création, dans les champs des industries culturelles, avec les métiers qui peuvent relever de l'édition, relever du graphisme, relever de l'audiovisuel,
relever du son, de la photographie, tous les métiers qui peuvent prendre appui également sur des techniques plus traditionnelles ou des techniques de pointe. Tous les métiers qui sont liés à la création numérique, qui peuvent être liés à l'artisanat d'art, tous les métiers qui sont aussi liés au savoir-faire des beaux-arts, de la peinture, du volume, de la sculpture. Et en fait, il ne s'agit pas seulement d'acquérir une technique, il s'agit que cette technique soit au service de la création. À partir de là, vous avez une boîte à outils qui est absolument gigantesque parce que la plus-value que vous apportez, elle est dans cet acte de création. Alors, toute la pédagogie de l'école d'art, elle est organisée autour de ça, autour de cette problématique-là. Elle repose sur 3 piliers très faciles à identifier. C'est, j'en parlais, l'acquisition de compétences techniques. Bon, vous avez peut-être déjà fait le tour de l'école. Ici à l'ESAM, vous trouvez un ensemble d'ateliers techniques qui permettent de faire à peu près tout, en fait. Je sais pas, toutes les techniques d'estampes, de sérigraphie, de lithographie, de gravure. Vous avez une imprimerie avec aussi bien des presses numériques que des caractères en plomb. Et là aussi, dans une école d'art, on fait toujours ce grand écart entre des acquisitions, des techniques très contemporaines, qui demandent un niveau de compétence technologique important. On ouvre un master de création numérique, donc ce qui permet aussi d'acquérir des compétences de programmation, de code, d'animation d'objets, enfin bref, qui sont très facilement transférables. Et puis, en même temps, on apprend à dessiner sur une pierre et patiemment à imprimer des exemplaires d'un travail extrêmement artisanal. Et on aussi toujours de Thomas Manouk. Et cette école, elle permet ça, vous le verrez en visitant l'ensemble des ateliers techniques. L'autre point, c'est la culture générale. On ne peut pas former la création sans une culture générale assez étendue. Donc, vous trouverez aussi dans les enseignements beaucoup de cours d'histoire de l'art, d'esthétique, de philosophie de l'art, d'actualité, de la création contemporaine, lié à la littérature. Enfin, c'est important d'avoir un socle théorique assez étayé, parce que c'est à partir de ces connaissances-là aussi que votre travail se retrouve nourri. On a une équipe de théoriciens assez importante pour embrasser plus largement possible les champs culturels de la création et de la création contemporaine. Le troisième point, c'est une formation par les pairs. C'est une formation à l'art, au design, par des artistes, par des designers qui ont elles-mêmes, une actualité, qui sont eux-mêmes inscrits sur les scènes artistiques, qui exposent, qui sont très actifs. Et cette pédagogie qui repose sur les artistes, c'est ce qui fait vraiment la singularité de l'école d'art. Donc, dans cette école, on essaye d'être au plus près du parcours de chaque étudiant, chaque étudiante. Vous pouvez le voir, vous pouvez développer un travail qui va être un travail de peinture, exclusivement de peinture, ou bien être sur des enjeux numériques ou sur de l'audiovisuel, et l'équipe est capable d'accompagner chaque étudiant dans son projet individuel. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, parce que on individualise la formation au maximum. Donc on ne va pas demander aux étudiants ou aux étudiantes de s'adapter à l'école, c'est l'école qui va s'adapter au travail de chacun. Ça passe beaucoup, évidemment par des ateliers pratiques, mais ça passe beaucoup par des entretiens individuels, et c'est aussi une singularité de la pédagogie en école d'art, de prendre appui sur beaucoup d'entretiens avec des artistes ou des théoriciens qui sont très impliqués dans la vie culturelle. L'école d'art, c'est un endroit, ça va avec ce que je viens de vous dire, finalement, quand on va s'adapter à chacun, c'est-à-dire qu'on a une grande liberté. C'est un endroit
sur le travail artistique. Donc, vous avez des possibilités qui sont très très larges. Mais cette liberté, elle va de pair avec une très grande exigence, parce que c'est difficile. Parce que quand on est dans une démarche de création, on se trompe, on fait fausse route, on perd du temps. Mais l'exigence de travail dans cette école, de remettre en question, de questionner ce qu'on est en train de faire et d'essayer d'être au plus juste de la pratique artistique, c'est là aussi le fondement de la progression sur 5 années. Donc il y a beaucoup de liberté et en même temps il y a beaucoup d'exigences par rapport au travail de création des étudiants. Alors quelques mots pour balayer ce qu'est une école d'art aujourd'hui, plus particulièrement aux arts. Une école d'art, c'est aussi un établissement qui est inscrit dans son territoire, qui est inscrit dans des filières, dans les arts visuels, du design. Sur ce point, je crois que c'est important de dire qu'en Normandie, il y a un travail extrêmement structuré pour la filière des arts visuels, là aussi pour continuer à accompagner le parcours des artistes de leurs études jusqu'à une insertion professionnelle la plus épanouissante possible. Donc l'école, elle est entourée d'un tissu de partenaires, elle prend appui sur ses partenaires, sur les qualités de son territoire, mais je vais céder la parole à Julie pour exposer peut-être plus longuement les atouts de l'école dans son territoire. Je vous remercie. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présents et présentes aujourd'hui. On sait que c'est une grande journée de portes ouvertes. Je crois qu'il y a 30% des portes ouvertes des écoles supérieures d'art et de design qui se déroulent aujourd'hui. Et donc voilà, merci d'avoir fait le choix de venir en tout cas cet après-midi avec nous. Oui, comme le disait Arnaud, un petit mot pour situer notre école dans son environnement, dans son contexte, également dans une histoire. Vous dire donc que l'école que vous visitez aujourd'hui est le résultat de la fusion en 2011 de l'école des Beaux-Arts de Caen, qui est une école qui est plus que bicentenaire, puisqu'elle avait été créée en 1795, et avec l'école de Cherbourg, qui elle avait été créée au début du XXe siècle. Donc voilà, ce sont des écoles qui ont cette longue histoire et qui aujourd'hui s'organisent en un unique établissement d'enseignement supérieur, établissement public de coopération culturelle sur 2 sites géographiques, donc avec une distinction des activités sur ces 2 sites. À Cherbourg, nous avons aujourd'hui, au-delà des cours de pratique amateur, une classe préparatoire qui prépare au concours d'entrée des écoles supérieures d'art et de design qui regroupe 40 élèves. Si vous êtes intéressé par la classe prépa, n'hésitez pas dans le hall d'entrée à aller vous adresser à Michael Kemener et Jérôme François, qui sont 2 enseignants de cette classe prépa présents cet après-midi. Il y a également des élèves qui se joignent à eux. Et puis, voilà, juste pour info, si vous connaissez Cherbourg, la classe prépa et donc le site de Cherbourg est situé dans l'espace René Lebas, c'est l'ancien hôpital des armées de Cherbourg. Et en ce qui nous concerne, ici à Caen, nous avons toutes les formations d'enseignement supérieur, donc les formations de grade licence et master, ainsi que doctorat en art et en design, sont toutes situées sur le site de Caen de notre établissement, avec aujourd'hui à peu près 270 étudiants et étudiantes qui suivent ces formations que Claire va vous détailler dans un instant. Mais au-delà de cette activité d'enseignement supérieur, donc sachez que vous êtes également dans un lieu qui est ouvert à tous les publics, avec, vous le verrez peut-être aussi au cours de la visite, une très très belle bibliothèque, le plus grand fonds en Normandie sur la question de l'art du XXe et XXIe siècle. Une belle galerie d'expos derrière vous, un auditorium ici où nous organisons un certain nombre d'événements culturels qui sont bien entendu là pour nourrir les parcours des étudiants aussi bien par le regard d'expériences esthétiques qu'ils vont pouvoir avoir que des opportunités de rencontrer des artistes, de les aider à monter des expos, etc. Et puis, au-delà de cela, également 500 élèves, enfants, ados, adultes, qui suivent des ateliers de pratique amateur, donc que vous pouvez aussi avoir l'occasion de découvrir aujourd'hui.
Voilà, tout ça, c'est une petite communauté d'à peu près une centaine de personnes qui travaillent ici. Donc 33 profs dans l'enseignement supérieur, secondés de 14 techniciens, techniciennes d'atelier, une équipe administrative, une équipe technique polyvalente, des agents d'accueil, des bibliothécaires. Donc voilà, je l'espère, en tout cas des conditions d'études et de vie qui sont le plus optimales possible pour les étudiants et les étudiantes. L'occasion aussi de remercier Arnaud disait l'importance d'avoir un ancrage territorial, de s'inscrire dans un territoire qui soit favorable à l'art et à la culture, et on a cette chance-là, puisque l'ESAP, c'est un budget d'à peu près 6 millions d'euros par an, financé à 95% par de l'argent public, donc nous sommes une école publique, et on remercie très chaleureusement les différents partenaires qui nous soutiennent et qui sont cette conviction que les artistes et designers ont bien sûr une utilité, en tout cas ont vraiment une importance dans la société. Et donc merci à la communauté d'agglomération Caen-la-Mer, au ministère de la Culture, à la région Normandie, à la ville de Cherbourg, communauté d'agglomération du Cotentin, 8 personnes. Un dernier mot quand on parle de ce contexte. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Caen, donc Caen, qui est une ville, quand on compte l'agglomération, de 215 000 habitants, et sur ces 215 000 habitants, 36 000 étudiants et étudiantes. Donc c'est une ville très étudiante, peut-être ne le saviez-vous pas, l'une des plus vieilles universités d'Europe qui est située en plein centre-ville, et donc une ville où j'espère, si vous venez faire vos études, vous aurez en tout cas des conditions d'études vraiment un niveau optimal et sympathique. Dans le dernier classement du magazine L'étudiant, on était classé à la cinquième place, donc la 5e meilleure ville étudiante de France, notamment au regard de la qualité de l'offre de formation et de sa diversité, d'un certain nombre de critères en termes de, par exemple, c'est important, d'accompagnement social des étudiants, de si vous avez des problèmes de santé, d'avoir des services médicaux à votre disposition, bien sûr, ce sont des choses qui sont importantes. Après, on ne va pas vous mentir, le logement, malheureusement, on a perdu un petit peu de points là-dessus, puisque la problématique du logement étudiant, on la retrouve un petit peu dans toutes les villes, et y compris à Caen également. Dernière chose, sur la ville de Caen, c'est également une ville extrêmement culturelle. Il faut le savoir, donc, le premier budget de la ville de Caen, c'est le budget de la culture. Donc, ce qui explique, entre autres choses, qu'on a un tissu très très important d'institutions culturelles, d'associations, de collectifs d'artistes qui vivent ici et qui sont bien sûr des partenaires extrêmement privilégiés pour nous, aussi bien pour organiser des workshops, des cours, comme le disait Arnaud aussi, des dispositifs d'accompagnement post-diplôme, et puis pour les étudiants et les étudiantes, des opportunités d'aller voir une offre culturelle de qualité, de pouvoir faire des petits jobs, de pouvoir faire des stages, et puis bien sûr plus tard aussi de pouvoir s'insérer professionnellement dans ce milieu-là. Donc voilà, pour cette intro un peu générale, mais je pense que c'est important aussi d'avoir connaissance de ce contexte qui est important, puisque c'est également un facteur, je pense, qui doit être pris en compte par vous lorsque vous choisissez une école, vous choisissez aussi une ville dans laquelle vous vous implantez, et je pense qu'il n'est pas trop mal. Et je passe la parole à Claire Mégren, qui est la responsable des études de l'école. Merci, Émilie. Alors, pour la suite de ce moment ensemble, on va vous présenter la première année d'études à l'ESAP, avec quelques incursions sur les années suivantes, mais on va vraiment se concentrer sur la première année, et sur la présentation du concours d'entrée. Donc pour ce faire, je vous invite, quand vous serez chez vous, si vous voulez retrouver les contenus de ces échanges, à aller sur le site internet, et en bas vous avez toujours ce bandeau là, avec livret des études, et je vais m'appuyer là-dessus pour la présentation de la première année. Je vous informe aussi que les échanges que cette présentation est filmée, donc vous pourrez la retrouver sur le site internet de l'école, et si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez vous saisir de ce document qui rassemble toutes les dates qu'on va vous donner aujourd'hui sur le concours d'entrée, puis sur le concours aussi pour intégrer la classe prépa sur le site de Cherbourg. Voilà. Donc cette première année, elle s'inscrit ici dans la maquette, dans le squelette là, des formations de l'école que vous avez sous les yeux. On va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je voulais juste vous rappeler, et vous le voyez, enfin, vous l'avez sous les yeux, c'est plus facile de suivre, ces deux options que nous avons à l'école. Donc les options, en école d'art, vous pouvez avoir des options art ou design ou communication.
à l'ESAM, donc à Caen, on propose une option art et une option design. Ces options-là, vous les choisissez au bout de la deuxième année. La première année, ce qu'on appelle une propédeutique, elle est vraiment généraliste et transversale. Et à l'issue de la première année, vous choisissez de partir soit en option art, soit en option design graphique pour la suite de votre licence. DNA, c'est le diplôme national d'art qui vaut donc grade licence. À l'issue de cette licence, vous pouvez choisir de poursuivre pour un master. Donc l'entrée en deuxième, troisième année, quatrième et cinquième année, si vous n'étiez pas déjà à l'ESAM, se fait par l'intermédiaire d'une commission d'admission en cours de cursus. On ne va pas en parler maintenant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser à la fin de la présentation. Et donc à l'école, on propose 4 masters, l'option art, l'option design mention édition, et en alternance l'option design mention création et projet de territoire, et donc ce master création artistique en environnement numérique qui ouvre lui aussi en alternance à la rentrée prochaine. Il y a un petit flyer qui est aussi dédié que vous retrouverez là-haut. Donc cette première année, on va la regarder assez rapidement ensemble. Ici on est sur la maquette pédagogique, donc c'est l'ensemble des cours qui sont proposés aux étudiants de première année. Donc l'école accueille à peu près 260 élèves, tous effectifs confondus pour l'enseignement supérieur, et la première année rassemble une petite soixantaine d'élèves. Ensuite, à l'issue de la première année, à peu près les 2/3 choisissent l'option art et à peu près 1/3 part en option design graphique. Sur la première année, vous voyez bien sur cette maquette la façon dont est mise en œuvre, dont est orchestrée la pédagogie rattachée aux 3 grands piliers que vous présentait tout à l'heure le directeur, un pilier plus théorique, un plus pratique et un qui s'articule autour de votre création personnelle, étant donné bien entendu que ces 3 piliers communiquent entre eux, se nourrissent et ne sont pas pensés séparément dans votre pratique, mais doivent se compléter. Donc les cours d'HTA, Histoire et Théorie des Arts ont lieu en groupe commun, donc la soixantaine d'élèves, puisque la plupart de ces enseignements ont un format de cours magistral et ont lieu ici même dans l'auditorium. Donc Histoire de l'art, esthétique, culture numérique, ça peut être là aussi. Langue vivante étrangère à l'ESAM, c'est l'anglais que nous vous proposons, donc pas dans une langue, pas dans un enseignement de type lycée, mais vraiment dans son usage d'application dans le champ de la création contemporaine. Julie le rappelait ce matin, donc vous voyez que les matières sont déjà toutes très fléchées, spécialisées sur une école de la création. Donc il n'y a plus d'autres matières type maths, sciences, français. Voilà, on est vraiment sur déjà une spécialisation de vos enseignements. Méthodologie du discours pour finir le bloc HTA. Vous avez un autre bloc qui est un petit peu en dessous, là, qui est celui des pratiques et de la prise en main de toutes les techniques que vous pouvez découvrir ou préciser ici dans l'école. Je vous invite vraiment à aller découvrir l'ensemble des ateliers techniques qui sont à ce niveau en bas et un petit peu au-dessus. On vous les a présentés tout à l'heure, mais c'est vrai que ça permet un panel assez incroyable d'expérimentation. C'est la raison aussi pour laquelle notre master en art garde une mention généraliste en art, puisqu'en fait vous pouvez, dans une promo d'une vingtaine d'élèves, avoir celles et ceux qui choisissent d'être plutôt peintres, d'autres qui font du volume, d'autres des cultures numériques, d'autres qui ont une proposition artistique plurimédia. Voilà, tous les possibles sont ouverts ici à l'école. Et puis ce troisième fameux pilier qui est celui de votre recherche personnelle, de votre travail particulier. Et on voit ici qu'il commence à apparaître à la maquette en première année, mais il est encore un petit peu ténu dans les crédits ECTS que vous voyez dans les 2 colonnes de droite. Et le plus vous avancez dans le cursus, le moins vous avez de cours comme ça, magistraux, fléchés, guidés. Et le plus vous vous appuyez sur les entretiens avec l'équipe pédagogique en fonction de l'orientation propre, individuelle que vous souhaitez donner à votre travail. Et deuxièmement, le plus vous choisissez des ateliers, en particulier dans l'option art, qui viennent teinter particulièrement votre pédagogie dans l'école. Claire, peut-être un petit mot, puisqu'on a prononcé le mot de crédit ECTS. Je vais revenir sur les fameuses 2 colonnes de droite. Donc vous le voyez, c'est semestrialisé, il y a 2 semestres à l'école. Le premier semestre qui court à peu près du mois de début septembre jusqu'au mois de janvier. Et le deuxième semestre de janvier jusqu'au passage des diplômes des DNA et DNCEP, donc au mois de juin à peu près. Donc DNA, grade licence, diplôme national d'art, et DNCEP, c'est le grade master, diplôme national supérieur d'expression plastique. Et donc effectivement, l'ESAM, comme toutes les écoles d'art qui font partie de l'enseignement supérieur que vous pouvez retrouver sur le site de l'ANDEA,
ANDEA, ANDEA, pour voir toutes les écoles d'art de France et toutes les différentes propositions de cursus que vous pouvez y suivre, ont suivi la réforme LMD, et donc vous êtes évalué non pas par l'attribution de notes, en tout cas là c'est crédité avec des crédits ECTS, ce qui est très important, et on vous invite vraiment à être très vigilant et vigilante là-dessus quand vous rejoignez une formation, de vous assurer qu'elle est bien reconnue par l'État et qu'elle délivre bien ses crédits ECTS. Ce n'est pas le cas pour les formations qui s'appellent bachelor ou master à la française, qui ne sont pas des crédits homologués. L'intérêt de la reconnaissance de ces crédits ECTS, c'est la double transversalité que ça va vous permettre ensuite, à la fois interformation, donc vous pouvez faire valoir de ces crédits qui vous sont acquis à vie dans la formation que vous allez suivre et valider de semestre et d'année en année, dans d'autres champs de formation, avec évidemment quand même une dimension un petit peu connexe entre les parcours que vous allez suivre. Ce ne sera pas validé pour devenir vétérinaire ou des métiers extrêmement chiants, mais si vous restez dans un champ de la création connexe, vous pouvez faire reconnaître ces crédits pour passer dans une autre formation. Et puis, ce sont des crédits, comme leur nom l'indique, qui sont reconnus à l'échelle internationale au niveau de l'Union européenne. Donc ils sont aussi reconnus dans les autres pays de l'Union européenne. Voilà. Vous les avez donc affichés ici, 30 crédits par semestre, 60 par année. Quand vous rentrez dans la maquette pédagogique, vous avez les petites icônes, des petites pages, là, vous pouvez cliquer dessus, et vous avez à chaque fois la fiche de cours de chaque enseignant-enseignante si vous avez envie d'aller très 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 loin dans votre compréhension de la formation en première année. 60 élèves, donc pour les cours théoriques magistraux en auditorium, ça fonctionne. Pour tout ce qui est de la pratique plastique, des expériments techniques, etc., c'est des expérimentations techniques, c'est un peu plus délicat. Donc on vous a subdivisé en première année en 4 groupes d'une vingtaine d'élèves maximum. Pour le premier semestre, on a essayé de tracer un peu une ligne commune de compétences fondamentales que vous retrouvez dans chacun des groupes, qui sont pris en charge évidemment par différents professeurs pour qu'ils et elles ne refassent d'une part pas 4 fois le même cours, mais qu'aussi du côté des étudiants, vous puissiez rencontrer l'ensemble de l'équipe pédagogique et avoir accès à LZE dès la première année, et puis que vous vous familiarisiez aussi dès le premier semestre de la première année avec toutes les ressources de l'école, en particulier les ateliers techniques. Donc vous voyez, en compétences transversales, de tronc commun, vous avez donc le dessin, la photo, la vidéo, l'écriture, le volume, la couleur et la mise en page et typo. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait traduire, on les appelle un peu des TD, donc c'est un plus petit groupe, plus spécifique avec un enseignant et une enseignante. Et il y a des enseignements aussi qui fonctionnent sur un mode collectif, comme les workshops interannés. On a un workshop à la rentrée de septembre qui permet à l'ensemble des élèves de premier cycle, DN1, DNA2 AR, DNA2DG, DNA3 AR, DNA3 DG, ce qui représente à peu près 180 élèves, de choisir un workshop au choix. On en avait 13 cette année qui étaient proposés, qui recouvrent un panel très 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 large de possibles et de sujets et de projets proposés par les enseignants-enseignantes. Et on reconduit ces workshops au début du second semestre, cette fois avec la possibilité pour les enseignants-enseignantes d'inviter aussi des artistes, critiques, etc., extérieurs à l'école pour les épauler sur leur proposition de workshop. Et vous envoyez aujourd'hui, à l'occasion de la journée de portes ouvertes, la restitution pour à peu près une bonne moitié des workshops, un peu partout dans l'école. C'est ce que vous voyez défiler devant les yeux en attendant que nous commencions cette conférence. Deuxième semestre, on change un tout petit peu la donne. C'est-à-dire qu'autant au premier semestre, on peut vous répartir assez arbitrairement par ordre alphabétique, puisque les cours sont globalement similaires en termes de compétences d'un groupe à l'autre. Autant au deuxième semestre, on a voulu commencer à les teinter un petit peu pour que la transition avec la deuxième année se fasse de façon la plus éclairée possible. C'est-à-dire que dès la première année, vous ayez pu tester au second semestre si vous vous dirigiez plutôt vers l'option art ou plutôt vers l'option design graphique. Et puis comme on a les ressources en technique et humain sur la question du numérique, on a aussi intégré une teinte création numérique qui vous oriente plutôt pour la suite vers le master, mais peut déjà être expérimenté dès ce moment-là. Donc les groupes 1 et 2 au second semestre ont une teinte plutôt art, le groupe 3 a une teinte plutôt environnement numérique,
Et le groupe 4 a été plutôt design graphique. Voilà, donc on est sur cette triple conception de la pédagogie extrêmement différenciée, pluridisciplinaire, et puis on l'a dit, par les pairs, donc par des enseignants, enseignantes qui sont eux-mêmes des spécialistes, on va dire, au sens très large du champ de la création contemporaine, et qui ont donc une actualité, une activité propre à côté, ce qui explique pourquoi dans votre emploi du temps, ensuite dans l'organisation des cours, vous n'allez pas avoir, comme c'est le cas au lycée, souvent des semaines A, semaine B, le même cours, toujours le même jour, à la même heure, etc. Ici, ça peut changer, ça change même d'une semaine et d'un jour à l'autre, en fonction d'un combinatoire de plein de données qui nous permettent de mettre en place cet emploi du temps. Et donc, cette première année, elle est assez intense en termes d'engagement enfin, tout le cursus est très intense en termes d'engagement dans vos études. C'est une chose que je me permets de rappeler, puisqu'on est dans une école d'art qui s'inscrit dans le cadre d'une formation de l'enseignement supérieur, où on a une très grande exigence aussi qui est portée à vos cursus au sein de l'école. Et donc cette première année, vous avez cours du lundi jusqu'au vendredi, de façon assez dense, de 9h à 18h à peu près. On peut se balader un peu dans le calendrier, mais vous allez voir que c'est à peu près Donc là, juste pour votre information, sachez que là, nous sommes dans le pronote de l'enseignement supérieur, Hyperplanning, et vous pouvez y accéder en cliquant ici, en sélectionnant l'entrée invitée, et puis voilà, comme ça, vous pouvez vous balader dans les plannings des différents promos. Donc là, on est dans l'emploi du temps des étudiants du groupe 1 de première année. Voilà, vous voyez, il y a une partie par exemple du cours de dessin qui commence là en 2 journées intensives et qui va se poursuivre plus tard dans le semestre. Voilà, on suit vraiment le rythme des séquences aussi tel qu'il est souhaité par les enseignants-enseignantes et tel qu'il est cohérent en termes de pédagogie, en termes de technique. Par exemple, un cours de céramique qui va avoir besoin de temps de séchage, on va le ventiler dans le semestre par exemple. L'école est ouverte du lundi au vendredi, tous les jours, de à peu près 8h30, 9h, je pense aussi aux ateliers techniques, jusqu'à 22h. Pas les ateliers techniques, l'école, ok, je recommence. L'école est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour les ateliers techniques, et de 8h30 à 22h en semaine pour les étudiants et étudiantes, et jusqu'à 20h le vendredi. Je vous précise cela puisque, vous l'avez vu, c'est un gros bâtiment. On a la chance que ça permette à chaque promotion de bénéficier d'un atelier. Donc tous les élèves de chaque année ont un atelier de travail en propre qui leur est mis à disposition, au sein duquel ils et elles travaillent et organisent d'ailleurs leur espace de travail. Et ces ateliers-là donc sont ouverts jusqu'à 22h en semaine, ce qui vous permet de venir travailler aussi votre pratique individuelle et puis éventuellement les ateliers accessoirement qui donneraient lieu à des exercices ou à du travail qui doit être fait en dehors du temps de cours. Donc voilà, ça peut être des semaines très denses. On attend aussi de vous, et de toute façon vous en aurez besoin pour avancer de façon pleinement informée dans ce cursus, que vous alliez voir ce qui se passe dans le champ de la création contemporaine aujourd'hui, donc que vous visitiez les expositions, que vous vous rendiez dans les différents musées, centres d'art, galeries, ateliers d'artistes, que vous alliez écouter de la musique, entendre du théâtre, que vous lisiez, que vous écoutiez de la musique, que vous alliez voir des films. Vous voyez que voilà, toute cette actualité-là, vous en soyez en fait quotidiennement imprégné, ce qui complète et oui, évidemment, nourrit votre cursus à l'école. Qu'est-ce que j'oublie pour cette première année? On est pas mal là. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'aimerais juste rebondir sur une chose que vous avez dite par rapport à... Je vous passe un micro pour que tout le monde en profite. J'aimerais juste savoir la distinction entre les options art et design. Quel cours et quelle pratique vous mettez dans ces différents pôles? On peut peut-être regarder rapidement les maquettes et art et DG. Oui, c'est effectivement la bonne question à se poser quand on rentre dans une école avec différentes options. Donc comme je vous le disais, déjà les effectifs sont différents. On a un groupe de à peu près 45 élèves en art et une petite vingtaine en DG, ce qui traduit aussi des pédagogies un petit peu différentes.
En design graphique, ce sont des formations qui, on peut regarder aussi les débouchés, on n'a pas mis les pages des débouchés, on verra après. En termes de débouchés professionnels, vous emmène vers des métiers de la création plutôt autour du design graphique, de la conception de caractères, de l'édition, de voilà, tous ces champs dans lesquels vous pouvez exploiter toutes les compétences acquises pendant ce DNA. Et donc vous le voyez, on a des cours en fait qui fonctionnent en mode projet. Enfin, vous le voyez peut-être pas, pardon. On peut lire par exemple ces différents enseignements, archivage, illustration 3D, collecter, rejouer, web design et dessin de caractère. Donc, à chaque fois, ce sont des projets particuliers que l'enseignant mène avec l'ensemble du groupe dans une dynamique assez collective, ce qui s'apparente un petit peu à ce que vous pouvez revivre ensuite une fois que vous êtes dans le monde du travail, dans le champ du design graphique, avec cette logique de studio où vous répondez aussi à des commandes qui vous sont formulées par des personnes extérieures. En art, vous allez voir que la maquette, voilà, hop, elle est beaucoup moins guidée, beaucoup moins fléchée, et elle fonctionne, vous avez beaucoup plus de choix et de modularité dans les options que vous allez décider de prendre, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est vous-même qui allez orienter votre parcours. Et là, le plus vous avancez dans le cursus, le plus vous êtes vous-même la propre maîtresse, guide de votre propre projet, en fait. Donc vous voyez que vous avez ce bloc HTA dont on a déjà parlé, mais au niveau de la pratique en atelier, c'est au choix. Vous avez 3 choix d'ateliers à faire qui vous permettent déjà d'orienter votre pratique plastique avec, on peut cliquer sur la semaine A si tu veux bien, Julie, on va avoir à droite pour le premier, voilà. Vous allez pouvoir choisir un atelier en vidéo-installation avec une prof de cinéma d'image en mouvement, ou bien un atelier de céramique, un autre autour du dessin et de l'assemblage, un autre... qu'est-ce qu'il y a après ? Design génératif et sérigraphie. Voilà, donc c'est vraiment vous qui construisez un peu même complètement à la carte la teinte que vous allez donner à votre formation en art. Et bien sur la différence entre art et design, on m'a soufflé dans l'oreillette que si vous voulez voir cela très concrètement, le premier étage de l'école qui est situé juste derrière la bande d'accueil, dans cet étage, vous allez retrouver les 2 ateliers des étudiants en design graphique, 2e et 3e année, ils ont fait des superbes accrochages de leurs travaux, et tout au fond, le master en design édition, de la même manière, donc ça permet de voir concrètement ces travaux, de rencontrer les étudiants et les profs qui sont présents, sachant voilà, dans les options en design, nous on est ici dans le domaine de la communication visuelle, donc le design en 2 dimensions, pour caricaturer un petit peu les choses par opposition, contraste avec du design d'objets, ou du design d'espace, ou du design de produits. Voilà. On est vraiment sur cette question de la communication visuelle. Et comme le disait Claire, le directeur tout à l'heure, un designer et un artiste, on attend les mêmes compétences. Culture générale artistique, technique, créativité, elles sont très caricaturales. Le designer répond à une commande et l'artiste se passe commande à lui-même. Mais en fin de compte, ça va être les mêmes compétences qui sont mises à disposition, au service de choses un petit peu différentes. Même si bien sûr il y a des processus de commande dans le domaine des arts visuels, et il y a des projets en design qui peuvent être complètement autonomes et indépendants de toute commande. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première année et premier cycle ? Oui. Est-ce qu'il y a des stages en milieu professionnel ? Est-ce qu'il y a des stages ? Tout à fait. Alors vous l'avez peut-être aperçu déjà sur la maquette. Effectivement, pour pouvoir se présenter au DNA, donc le diplôme à la fin de la 3e année, on attend que les élèves aient bénéficié d'un stage d'au minimum 70 heures, ça fait à peu près 2 semaines, et qui est à la maquette de la 3e année. Voilà, ici. Alors effectivement, ce sont des stages en milieu professionnel, donc nos élèves peuvent partir... alors il y a plein de stages possibles et inimaginables, tant que c'est rattaché au projet pédagogique de l'étudiant. Ça peut être assistante auprès d'une artiste, aller faire un stage dans un studio de design graphique, ça peut être... L'année dernière, on avait une élève qui faisait tout un projet en milieu rural et qui avait fait un stage auprès d'une éleveuse de chèvres, puisqu'elle avait besoin d'apprendre à faire du fromage pour développer son projet artistique. On peut vraiment imaginer un champ de découverte et d'insertion professionnelle par l'intermédiaire du stage extrêmement ouvert. On est bien entendu aussi là
aux côtés de l'équipe pédagogique qui accompagne les étudiants pour trouver leur stage, mais nous, au niveau du service des études et de la scolarité, on a aussi tout ce fichier entreprise, entre guillemets, entreprise, non, ce sont des entreprises, qui est mis à jour chaque année, qu'on met à disposition des élèves, on relaie les offres de stage, on n'a aucune difficulté pour les élèves à trouver leur stage entre donc le deuxième semestre de la deuxième année et le passage de diplôme en troisième année. En gros, il y a un peu plus de 2 semestres et demi, 3 semestres pour faire un stage de minimum 2 semaines. Sachant que le stage ne doit pas avoir lieu en superposition des cours, ça peut arriver mais à la marge, il se fait en dehors du temps de cours. Sachant aussi que vous avez possibilité en 4e année d'études, dans le cadre de la mobilité à l'international, puisque en second semestre de Master 1, en 4e année d'études, il est obligatoire pour tous les étudiants et étudiantes de passer, de se réaliser soit un séjour d'études dans une des 43 écoles partenaires de l'ESAM à l'international, soit de réaliser un stage à l'étranger. Donc voilà, autre possibilité de réaliser des stages dans le cadre de cette mobilité que vous voyez créditée de plein de crédits. Et là, on vous parle effectivement des stages qui sont crédités, inscrits à la maquette, mais le fait d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur donne la possibilité aux élèves de faire des stages conventionnés à n'importe quel moment du cursus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, on va passer au concours d'entrée. Concours d'entrée. Alors, le concours d'entrée, c'est ce qui vous permet l'admission en première année à l'ESAM. Et ça se passe via la plateforme Parcoursup. Donc on va vous demander quand vous allez aller sur la plateforme de déposer un certain nombre de documents, vos relevés de notes, lettres de motivation, etc., etc. N'y passez pas trop de temps puisque nous ne lirons absolument rien. Il n'y a pas de présélection par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup. On reçoit automatiquement l'ensemble des élèves dont le vœu a été confirmé entre maintenant même et le 1er avril sur la plateforme. Donc vous avez depuis le 19 janvier jusqu'au 12 mars pour formuler vos vœux sur la plateforme Parcoursup. Vous pouvez confirmer vos vœux jusqu'au 1er avril. Il faut qu'à cette date-là, si vous voulez passer le concours d'entrée de l'ESAM, vous ayez payé les 50 € de frais d'inscription. Le paiement se fait en ligne, c'est super simple. Une fois que vous êtes inscrit sur Parcoursup, vous avez confirmé le vœu et que vous avez payé ces 50 €, toute la suite de la présentation que je vais faire vous concernera. C'est-à-dire que vous allez recevoir le 10 avril les sujets de 2 épreuves, une épreuve écrite et une épreuve plastique. Le 10 avril, on refera une petite vidéo de présentation des sujets, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous connecter, vous recevrez le lien aussi ou à revisionner la vidéo sur le site internet. On présente ces 2 sujets qui sont en fait en écho direct avec les différents piliers qu'on vous a présentés là, tout au long des formations à l'école. La première épreuve, c'est donc une épreuve écrite. On vous donne un sujet. Est-ce qu'on va retrouver les annales? Ah oui, alors on a fait un rapport de jury très complet du concours d'entrée l'année dernière que vous pouvez aller consulter si vous voulez comprendre un petit peu en termes plus statistiques ce qui s'est passé, on peut y revenir aussi. Mais par exemple l'année dernière, l'épreuve de culture générale, qui est donc l'épreuve écrite, qui a un coefficient 3, c'était à partir des 2 œuvres proposées, vous développerez une réflexion personnelle et argumentée basée sur vos connaissances artistiques et culturelles. Donc c'est 4000 signes, espace compris max, ça fait à peu près 1 page et demie de rédaction. Et là, on avait l'invitation à une réflexion personnelle et commentée à argumenter entre 2 œuvres. J'insiste sur le fait qu'on parle de réflexion personnelle, puisqu'il ne s'agit pas ici de rendre une copie d'histoire de l'art. C'est vraiment un sujet qui est un alibi à la mise en route de votre réflexion critique. On vous invite à mobiliser les différentes connaissances que vous avez dans le champ de l'histoire de l'art et de la création contemporaine, mais que vous le mettiez vraiment au bénéfice d'une réflexion personnelle. Toutes les copies passent de notre côté par un logiciel de détection anti-plagiat. On est dans une école d'art, une école de la création, on forme des artistes, auteurs, autrices. Évidemment, le plagiat, c'est impensable, encore plus dans une école d'art que partout ailleurs. Donc, tout plagiat équivaut à une note de 0. Donc, à moins que vous soyez très très fort par ailleurs, vous êtes disqualifié. Et la même sanction se reconduit ensuite tout au long de votre cursus à l'école, sachant qu'un plagiat excédant 15% vous expose même à être banni de l'enseignement supérieur. On ne rigole vraiment pas avec ça, avec l'usage de l'intelligence artificielle. Donc cette épreuve, vous en recevez le sujet le 10 avril et vous la déposez en ligne sur une plateforme le 27 avril.
tous les liens vous seront envoyés. Nous, on la stocke, cette copie, et pour le moment, on n'en parle plus, pour l'instant. Entre-temps, vous aurez reçu un lien qui vous convoquera à une date et un horaire très précis d'entretien, le 4 août, 5 août, 6 mai. Donc bloquez déjà bien ces dates dans votre agenda, qui donneront lieu à un entretien de 20 minutes avec un jury d'enseignants-enseignantes de l'ESAM. C'est des jurys qui sont composés en général de binômes, avec les profils les plus différents, voire contradictoires possibles, afin que le regard qui soit apporté sur votre candidature soit le plus divers et complémentaire possible. Il pourrait y avoir aussi des étudiants observateurs, observatrices de ces moments de jury. C'est très formateur pour elles et eux. Et puis en général, ça vous permet aussi de relâcher un petit peu la pression. Tout a lieu de façon dématérialisée, tout est en visio, c'est sur la plateforme Zoom qui est gratuite, qui ne nécessite pas d'être installée en amont, il suffira juste de cliquer sur le lien qu'on vous enverra. Vous serez accueillis en ligne par des opératrices qui sont des collègues de tout le service administratif, c'est un moment très fort pour nous aussi, qui s'assurent avec vous que vous êtes bien, que tout est bien régularisé, que votre connexion informatique est bonne, que vous savez faire un partage d'écran, etc. Ensuite, on vous envoie vers vos jurys pendant 20 minutes, puis vous repassez par la plateforme avant de la quitter pour s'assurer que tout a bien été mené. Sur ces 20 minutes d'entretien avec le jury, les 5 premières minutes sont consacrées à la présentation de votre réponse à l'épreuve plastique, puisque je vous ai dit qu'un mois et demi avant, donc le 10 avril, on vous avait donné l'épreuve écrite, que vous aviez rendue 2 semaines après, mais on vous avait donné aussi un sujet d'épreuve plastique. Vous y répondez par une forme plastique. Et je ne serai pas plus précise que ça, puisqu'on vous donne délibérément des sujets qui sont extrêmement ouverts et qui peuvent apporter de votre part une réponse extrêmement ouverte, qui s'appuie sur toutes les techniques possibles et inimaginables, tous les médiums possibles. On essaie de vraiment rien fermer en vous indiquant les sujets. Par exemple, ici, vous voyez celui de l'année dernière. Vous avez 2 minutes. Donc ce n'était pas une consigne, c'était vraiment le sujet à partir duquel il fallait penser une réponse plastique. On a pu avoir une année, ça c'était le plus improbable, c'était un picto de carré noir et écrit en dessous entre crochets blancs. Une année on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une année on a eu orgue, amours et délices, qui sont trois noms communs de la langue française qui sont masculins au singulier et qui deviennent féminins au pluriel. Donc vous comprenez bien, ce sujet d'épreuve plastique, c'est vraiment pour nous un déclencheur de votre mise au travail, et c'est ça qui est présenté pendant les 5 premières minutes de l'entretien avec le jury, tout début mai. Comme je vous l'ai dit, tout est dématérialisé, donc pensez bien la présentation, la restitution de ce travail plastique. Ça peut être un accrochage derrière vous, ça peut être un partage d'écran, pensez bien aussi à la gestion du temps. Si vous avez un travail de l'image en mouvement ou de la vidéo, faites en sorte que votre proposition ne prenne pas les 5 minutes du temps d'échange sur le sujet avec le jury, puisqu'il faudra pouvoir échanger et débattre avec lui sur ce que vous aurez proposé. Vous avez accès à vos notes aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'oral, que ça vous stresse vraiment trop, vous pouvez lire des notes, il n'y a aucun problème. Puisqu'ensuite, c'est un entretien plus informel et organique qui se met en place. Donc pour le démarrage, si ça vous rassure, prenez les notes. Au cours de l'entretien, il y aura une petite question en anglais pour évaluer aussi votre positionnement par rapport à la langue anglaise. Si vous êtes un peu impressionné par l'exercice, n'hésitez pas à prendre les devants et avoir préparé vous-même une petite présentation en anglais, soit de votre réponse à l'épreuve plastique, soit commencer à parler de vous avec quelques phrases en anglais, puisqu'on a bien insisté aussi tout à l'heure sur la dimension internationale de cette école qui accueille, je ne sais plus si on l'a dit, mais plus d'un quart d'élèves internationales. Et puis le quart d'heure suivant, donc après ces 5 premières minutes, c'est un entretien, un échange avec le jury qui s'appuie sur, alors vous verrez dans les éléments de communication, on a appelé ça portfolio, mais ne le prenez pas au sens littéral d'un portfolio classique avec page de bio, déroulé de vos œuvres et une note d'intention de votre travail. Ça peut être aussi quelque chose que vous présentez à la caméra, ça peut être là aussi un accrochage que vous avez fait. Si vous avez un portfolio, c'est très bien. La plupart de celles et ceux qui sont passés par une classe prépa ont des portfolios de près, et c'est vrai que ça reste quand même un outil qui facilite, on va dire, la présentation de votre travail. Anticipez le partage d'écran en amont. Si vous n'avez pas fait de portfolio, vous pouvez présenter des visuels, des images de votre travail. Là aussi, anticipez la technique. Donc, ayez fait un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous avez classé vos images. On a trop de candidats qui passent du temps à essayer
frénétiquement retrouver la bonne fenêtre pour la bonne œuvre, etc. Ne perdez pas ce temps-là et organisez bien ça en amont. Et l'idée pour le jury lors de cet entretien, c'est de comprendre comment, pourquoi vous avez choisi cette école, déjà, en particulier, et pas une autre. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le champ de la création artistique contemporaine? Faire preuve et démontrer votre curiosité, votre investissement dans ce futur parcours d'études, votre motivation, les pratiques culturelles qui sont les vôtres, les expérimentations que vous faites. On ne cherche pas de profil normé ou normatif. On cherche vraiment à permettre à une multitude, une pluralité de regards d'intégrer l'école et de pouvoir y travailler ensemble. Je voulais revenir sur la présentation de votre travail personnel. On n'attend pas uniquement une présentation de travaux que vous estimez aboutis. Le jury sera aussi très curieux de découvrir vos recherches en cours, vos expérimentations, des projets que vous estimez ratés et vous expliquer pourquoi. Enfin, c'est vraiment cette dynamique de travail que le jury va tenter de percevoir. À l'issue de ces 3 journées d'entretien, donc juste pour vous donner, parce que je sais qu'on nous demande souvent les chiffres, donc sur la première phase d'inscription Parcoursup vœux préliminaires, on est autour de 600-650 premiers vœux. Bon, on ne va pas se concentrer là-dessus, parce qu'après ça se restreint. À partir du moment où vous avez validé votre vœu et payé vos frais d'inscription, l'année dernière, à titre indicatif, on était à 373 candidats et candidates qui étaient donc qui avaient la possibilité de passer l'entretien avec le jury. À l'issue de ces entretiens avec le jury, donc chaque jury a une grille d'évaluation qui donne lieu à une note. Ensuite, vous êtes classé et on regarde de très près avec le directeur à quel endroit on arrête cette liste. C'est pas un chiffre qui est établi et qui est toujours le même d'une année sur l'autre. On regarde vraiment très précisément les annotations, les appréciations aussi des enseignants pour comprendre quels profils, selon nous, sont admissibles à intégrer l'école. On arrête cette shortlist. Et c'est cette présélection-ci, donc l'année dernière de 171 candidatures, qui voit ces copies d'épreuves écrites corrigées. Vous vous rappelez, je vous avais dit que vous les aviez déposées en amont, mais qu'on n'y avait pas touché. Ça y est, on les récupère. Elles sont corrigées, et la correction, donc COEF 7 pour l'entretien, et la copie d'épreuve écrite COEF 3, ça vient rebrasser la présélection, qui est donc affinée par cette note d'épreuve écrite. Et là, on a une nouvelle sélection, qui est donc la sélection finale des candidats-candidates admissibles à l'entrée à l'école. L'année dernière, on en avait... Non, c'était 171. On avait dû en shortlister plus. Ouais. 171, c'était ça. C'était la liste d'admissibles. 171 candidats-candidates. On les classe. Cette liste admissible est publiée. Les 52 premières sont automatiquement inscrits à l'école. Sauf que vous vous rappelez que vous avez candidaté en général, et on vous invite chaleureusement à le faire, à plusieurs concours d'entrée. À titre indicatif, la classe prépa de Cherbourg, l'équipe pédagogique demande aux élèves de postuler au minimum à 4-5 concours d'entrée différents. Donc les vœux sur Parcoursup sont forcément altérés parce que vous choisissez de suivre ou de ne pas suivre, et ça a donc un impact aussi sur cette shortlist. Toutes celles et ceux qui ne choisissent pas en premier vœu de rejoindre les âmes libèrent leur place et on remonte comme ça dans la liste. Donc l'année dernière, on avait 171 candidates admissibles, et avec le jeu de chaise musicale, on était remonté jusqu'au 113e candidat de la liste. Donc on peut effectivement beaucoup jouer avec les chiffres en fonction de la façon dont on les lit. Nous, on a choisi de vous indiquer le pourcentage de réussite en se basant sur le nombre de candidats-candidates effectivement inscrits au concours et la place du dernier admis dans l'école, ce qui fait un taux de réussite au concours d'entrée d'à peu près 45%. Donc c'est sélectif, mais c'est accessible, et on a 30% de lycéens et lycéennes sur les bancs de la DNA1 et 48% d'élèves issus de classes préparatoires. Voilà, donc sans surprise, les élèves ayant bénéficié d'une année de préparation au concours d'entrée ont plus de facilité, et puis surtout sont nourris pendant une année de cet exercice du concours d'entrée, donc ont des taux d'admission plus élevés, mais 30% de lycéens et lycéennes, ça vous démontre à quel point, en particulier à l'ESAM, on est aussi attentif à ces profils, et que c'est aussi accessible à l'issue du bac. Est-ce que vous avez des questions?
ainsi, je me rends compte qu'on a oublié de donner une petite information qui peut avoir son importance. On ne vous a pas parlé des frais d'inscription à l'ESAM. Je vous disais que les 50 € d'inscription au concours étaient ensuite, si vous rejoigniez l'école, retirés des frais d'inscription à l'école qui s'élèvent à 520 € par an. Ils sont 520 € par an, sachant que les étudiants boursiers et boursières sont exonérés des frais de scolarité depuis l'année dernière. Et sachant aussi, et c'est important de le préciser, que ça ne représente pas du tout ce que vous coûtez entre guillemets à l'école, puisque l'investissement sur chaque étudiant et étudiante de l'ESAM, c'est 15 000 € par an. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une école publique, donc financée à 95% par de l'argent public. Donc vos frais d'inscription, ainsi que les frais d'inscription des élèves du secteur grand public et de la classe prépa, ça représente 5% du budget de l'école, et ce qui permet d'avoir, on l'espère en tout cas, de rester accessible au plus grand nombre en termes de frais financiers, même si on a conscience, hein, il y a bien sûr le logement, etc. Et voilà, en tout cas, les frais d'inscription à l'école restent, j'espère, raisonnables, mais voilà, sachant que ce que ça coûte réellement, c'est 15 000 €, d'où l'intérêt d'être tout particulièrement, quand vous êtes à l'ESAM, investi dans votre travail. C'est de l'argent public, c'est précieux, et puis surtout, si vous prenez la place de quelqu'un d'autre, c'est très dommage, quoi. Donc une fois que vous êtes là, soyez vraiment là, quoi. Une petite précision également par rapport aux inscriptions. Si vous recevez une réponse négative à l'issue de l'entretien, donc tout début mai, on a une deuxième session d'admission à la classe prépa, puisqu'il se peut, au moment de l'entretien avec le jury d'enseignants-enseignantes, que le retour qui vous soit fait par le jury soit de vous inviter à suivre une préparation à ce concours d'entrée, à suivre un enseignement un peu intensif pour vous préparer au concours d'entrée. Et le site de l'ESAM à Cherbourg, qui accueille donc la classe préparatoire, a une deuxième session de la voie d'accès classique, donc c'est hors Parcoursup, ça se passe sur le site internet de l'ESAM Cherbourg. La deuxième session, elle est du 2 juin au 5 juillet, l'inscription en ligne, avec ensuite les entretiens le 9 juillet. Et il n'y a pas de frais de concours pour l'entrée en classe prépa. Donc c'est encore une possibilité en termes de calendrier, gardez ça en tête. Si vous souhaitez vraiment intégrer une école d'art, ça n'a pas été possible ni ici ni ailleurs, et que vous souhaitez intégrer une classe prépa, celle de Cherbourg, c'est encore jouable en juillet. Est-ce que vous avez de nouvelles questions ? Oui. Par rapport au logement. Une petite seconde. Par rapport au logement étudiant, quand est-ce qu'il faut s'inscrire quels sont les délais? Alors, sachant que pour vous loger, donc il y a le parc du Crous, donc là c'est dans le cadre du dossier social étudiant, qui est une formalité que vous avez à remplir en ligne. Si je ne vous dis pas de bêtises, à partir du mois de mars, mais j'aurais vraiment peur de vous dire des bêtises. Donc dans le hall d'entrée, il y a un stand de scolarité, et là nos collègues du service de la scolarité vont pouvoir vous renseigner très précisément sur les démarches à faire pour avoir des logements en résidence universitaire, auxquels bien sûr nos étudiants et étudiantes ont le droit, puisqu'ils sont sur la carte d'étudiant. Et puis sinon après on est dans le cadre du parc locatif privé, pour le coup. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre demande, mais bien sûr, surtout, voilà, n'hésitez pas à aller voir les collègues de la scolarité. Pour chaque école, c'est des inscriptions différentes. Non, vous faites une inscription à titre individuel en fait. C'est vous en tant que... Ce n'est pas géré par l'école, c'est l'étudiant ou l'étudiante qui doit faire la démarche dans son dossier social étudiant de demander un logement du parc universitaire en fait. Mais à nouveau, je vous invite à aller voir nos collègues Fatima Soumia du service de la scolarité, elles sont très pointues là-dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? On reste un petit moment en bas si vous voulez venir nous poser d'autres questions plus précises. Et puis surtout, profitez de cette journée porte ouverte pour visiter l'école. Il y a vraiment quoi découvrir. Et n'hésitez pas à solliciter toutes les personnes avec un t-shirt ou
un petit passe vert comme ça. Oui. Bonne visite. Profitez bien de la visite et voilà, vraiment sollicitez les étudiants qui ne demandent que ça. Et c'est là où vous aurez encore les informations les plus concrètes par rapport à la manière dont se déroulent les études. Bonne visite et bonne chance au concours.